La CEDEAO a réagi sur la situation politique en Guinée. Elle se dit préoccupée face à la montée des tensions sociopolitiques et déplore les violences qui ont eu lieu à Conakry les 28 et 29 juillet 2022, faisant des morts, des blessés et la destruction bien sûr des propriétés. La CEDEAO adhère visiblement à la réclamation des forces vives de la nation qui demandent un dialogue. Babila Keïta. Oui, justement, c'est ce communiqué qui est tombé le 31 et c'est hier que nous l'avons reçu, en tout cas dans les médias, si on peut le dire ainsi. Encore une fois, c'est un communiqué que je trouve responsable. Et d'autant plus que la situation qui domine actuellement en Guinée, elle est très très préoccupante. Si l'organisation sous-régionale s'exprime là-dessus, c'est vraiment de sa responsabilité de prendre position. Et ce qui, en tout cas, me plaît dans cette sortie de la CEDEAO, c'est quand elle interpelle également, comme les autres acteurs sociopolitiques de la Guinée, les autorités, les gouvernants du moment accepté d'ouvrir, n'est-ce pas, un couloir de dialogue inclusif à l'attention de tous les acteurs. Sincère. Il faut le préciser. Il y a eu tellement d'annonces de dialogue, mais est-ce que les dialogues ont été sincères? C'est la question. Oui, cette fois-ci, espérons que ce sera le cas pour le moment, puisqu'il n'y a pas un cadre formel dans ce sens. Et je pense bien que ce serait intéressant, en tout cas, de mettre ce cadre de dialogue en place pour sortir de cette situation. Et l'autre pan, d'ailleurs, quand ils interpellent, il est demandé également aux autorités de Conakry de procéder à la libération des personnes qui ont été arrêtées en marge de ces manifestations. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les autorités vont vouloir se soumettre à cette demande de l'organisation sous-régionale, d'autant plus que certains déjà ont été condamnés dans certains tribunaux hier et d'autres sont inculpés qui ont été placés sous mandat de dépôt dans la même journée d'hier. Et là aussi, ça présage en tout cas une dislocation, un point de dislocation entre l'État, les gouvernants de Conakry, les autorités de Conakry et l'organisation sous-régionale. L'autre élément que la CEDEAO demande justement dans ce même communiqué, c'est, n'est-ce pas, de mettre fin, elle interpelle plutôt les différentes parties, n'est-ce pas, à surseoir à tout acte qui pourrait davantage entretenir la crise dans notre cher pays, la Guinée. Donc, personne n'a intérêt, ça déjà, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous, et que les médias, les acteurs politiques, les acteurs sociaux et les gouvernants, chacun a intérêt vraiment à aller dans le sens de l'apaisement, aller dans le sens qu'on regarde la Guinée, en avant que de faire des calculs, disons, d'intérêt, aller on regarde la Guinée c'est encore mieux. Des intérêts de l'autre côté, au-delà de ce que Babila Keïta a dit, la communauté demande la libération des détenus et exige qu'il y ait des enquêtes suite au cas de mort que nous avons enregistré les 28 et 29 juillet à Conakry. Oui, c'est ce que je me suis dit depuis hier avec ces communiqués. Si vous constatez de toutes les gouvernances qu'on suit à travers le monde et sur le continent africain, lorsque le navire d'une gouvernance veut chavirer, vous entendez quoi? Vous entendez libérer les prisonniers, ouvrez des enquêtes et répartez autour d'une table de négociation. Alors c'est le même discours. C'est le même discours. Jusqu'à quelques jours, on était avec d'autres préoccupations moins graves. C'est à se dire que le dialogue, le cadre de dialogue inclusif qui a été lancé au Palais du Peuple, à l'hôtel là-bas, était un cadre qui rassemblait tout le monde. Donc il y avait du thébo et on ne se comprenait pas. Il était question de sectoriser ou bien de scinder les compartiments de ce dialogue-là. Mais aujourd'hui, les préoccupations sont vraiment, si on peut le dire comme ça, alarmantes. C'est inquiétant pour tout un Guinéen, pour les journalistes, pour les citoyens lambda, pour les gouvernements, et surtout pour les dissidents, les activistes. Donc moi, je dis d'abord, avant d'analyser Thierno Madju se communiquer, j'ai découvert hier ce qu'on appelle le mensonge étatique. Regardez la communication qui a été faite par le gouvernement face à la sortie du G5. Vous voulez parler des contre-vérités de Mori? C'est un mensonge d'État. C'est pas des contre-vérités, c'est un mensonge d'État. Contre-vérités, c'est encore mieux. La question c'est quoi? Est-ce que le G5 a
présenter ses excuses officiellement face aux autorités guinéennes? La réponse c'est non. Alors si vous arguez, si vous dites que le G5 a présenté des excuses, vous mentez à la face du monde et à la face du continent africain. C'est un mensonge d'État. Maintenant, la CEDEAO, j'ai dit... Revenons sur le cas des poursuites et des enquêtes sur le cas des morts. C'est ça le débat d'abord. Et puis on reviendra sur le cas de ce G5 qui a été reçu par le ministre Maurice Andan Kouyaté. Justement, on revient sur ce communiqué de la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe? Je disais ici, et je me retiens sur ma position, la CEDEAO avait une approche laxiste face aux autorités de Conakry, comparativement aux autorités de Ouagadougou et aux autorités de Bamako. Et ce laxisme de la CEDEAO de complaisance risque de tomber à l'eau par les agissements même du CNRD qui n'est plus en train de faciliter la tâche donc à la CEDEAO. Si la CEDEAO tape du poing sur la table, de libérer les prisonniers, d'ouvrir des enquêtes indépendantes sur les entre guillemets les cas de mort qui ont été commis, et ça c'est parti pour des mois de négociations comme ça, et pendant ce temps la machine et la boule de la transition elle s'élargit, la machine on ne sait même pas quand ça a commencé et quand ça va se limiter. Les 36 mois qu'on est en train de contester, les 36 mois-là risquent de se doubler si on ne fait pas vite, notamment sur l'ouverture des enquêtes. Allez, Félix Milimono, ce communiqué de la CEDEAO, j'imagine que vous l'avez lu. C'est vrai, au-delà des enquêtes, au-delà d'un dialogue appelé par la CEDEAO, c'est extrêmement important aujourd'hui qu'ils se retrouvent autour d'une table, discuter entre Guinéens pour trouver une solution. Oui, nous sommes des Guinéens, depuis des années on souffre. On dit souvent que le Guinéen ne tire pas le diable, le Guinéen tire le diable par la queue, mais ces dernières années, on ne retrouve même pas le diable, à plus forte raison tirer sa queue. C'est important qu'on se retrouve, discuter, que chacun fasse des concessions. Oui, quand on parle de diplomatie, difficile par exemple de partir à fond. Parce que comme on aime souvent le dire, il y a la diplomatie virtuelle ou visuelle que nous voyons, mais il y a la diplomatie souterraine. Mais l'un dans l'autre, je partage la dernière intervention des sénateurs. Je crois aujourd'hui que même si la CEDEAO venait pour un cadre de dialogue où ils vont exiger par exemple la libération des détenus politiques ou autres, il faut qu'en amont, que la solution soit guinéenne. Bien. Que la solution soit guinéenne, qu'on s'assied autour de la table. Parce que depuis des années, chaque fois qu'il y a problème, moi ce qui me désole, c'est qu'à chaque fois qu'il y a problème, nous-mêmes en tant que Guinéens, on peine à s'associer, à se réunir et à trouver un véritable problème. Il faut donc l'appel de la communauté internationale, soit de la CEDEAO ou de l'Union européenne. Qu'est-ce qui crée ça? C'est le manque de confiance. Bien. Il n'y a plus de confiance. Il y a une crise de confiance entre les acteurs. Il y a l'arrogance, il y a la guerre d'égo donc qui se crée entre les différents acteurs. Moi, ce que je veux dire ce matin, autant on peut appeler la CEDEAO de venir résoudre la crise guinéenne, autant je peux dire qu'il y a des gens ici qui peuvent conduire sincèrement le dialogue et résoudre les problèmes de la Guinée. Maintenant, de l'autre côté, il est temps quand même que la CEDEAO intervienne dans la situation guinéenne. Bien. Parce que s'il reste à continuer à observer, ça devient un peu compliqué. Maintenant, la dernière intervention, c'est une patate chaude dans la main quand même de la CEDEAO aujourd'hui. Quand on sait la situation dans laquelle la Guinée se trouve, c'est quand même un peu compliqué pour Yahi Boni. Parce qu'avant son départ, la situation n'était pas telle. Mais aujourd'hui, la situation est un peu compliquée parce qu'il y a eu des cas de mort, il y a des arrestations. Et de l'autre côté, comme le sénateur le disait, la junte se dit être dans son droit de quand même venir avec, de quand même sortir l'armée pour pouvoir canaliser les manifestations. Aujourd'hui, sincèrement, moi je pointe un doigt accusateur sur l'ancien régime d'Alpha Condé qui nous a mis dans cette situation. Si il n'avait pas brigué un troisième mandat, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Oui, Alphonse Maka, ce communiqué de la CEDEAO, comment vous le trouvez? Avec des si, on aurait changé le monde. Et ça, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de la faute du régime d'Alpha Condé. Du tout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les mots deviennent différents quand on n'a pas le même angle de vue. Je vais pointer du doigt une seule personne, Ousmane Gawal Diallo, qui a fait partie de l'un des plus grands partis à demander le dialogue en Guinée, l'UFDG. C'est quand même un porte-parole de l'UFDG qui est aujourd'hui au gouvernement, qui à l'époque de l'UFDG a longtemps demandé le dialogue sans l'avoir, et aujourd'hui qui est en train de refuser le dialogue à ceux avec qui il a crié pour demander le dialogue. Dans ce cas, il faut mettre dans le même bateau alors Alpha Souma Bildessam également, Nyanyaleng et tant d'autres, parce qu'ils étaient tous dans l'opposition. C'est ce que je suis en train de me dire. Ne pointez pas un doigt accusateur sur une seule personne. Non, j'ai cité un exemple. Il y en a plein dans le gouvernement aujourd'hui et dans l'administration publique. Donc, ça ne peut pas revenir de la faute d'Alpha Condé. Aujourd'hui, on a une question d'égo. Il n'a pas de responsabilité. Non, il n'a aucune part de responsabilité. Les présidents qui finissent leur mandat et qui quittent le pouvoir, ça donne bien sûr un pouvoir civil qui continue. Oui, mais ce coup d'État était venu mettre fin à ça. Donc, la solution, c'est ce que je disais dans la plume.
il y a le coup d'État qu'on a traîné devant la communauté internationale comme étant l'aubaine. Donc aujourd'hui, c'est quand même un peu triste qu'on ait à se plaindre de ce coup d'État, que les acteurs aujourd'hui qui sont en train d'aller en prison, parce que quand on prend Fonike Mengue, Ibrahima, Koundouno et autres, c'est des gens quand même qui aux premières heures du coup d'État ont démarché. Quand je vous dis démarcher, ils ont démarché la CEDEAO, ils ont démarché les autres partenaires pour au moins crédibiliser la démarche de la junte. Par patriotisme. Donc aujourd'hui, qu'on se retrouve avec ses partenaires, ses anciens partenaires, qu'on ne puisse pas s'asseoir même à la même table pour discuter, je me pose la question, c'est quoi le mal guinéen? Parce que ça, c'est au-delà des égos. Ça, c'est devenu un mal national. Que des gens qui, à la base, étaient ensemble, ne parviennent plus à se parler quand ils n'ont plus le même centre d'intérêt, c'est devenu un mal guinéen. Et l'autre chose avec... qui nous frappe. Non, c'est dommage. Cet autre problème... d'en parler tous les jours dans les médias, ce problème que nous rencontrons, pendant que les autres pays avancent. Oui, mais bien évidemment, on a envie d'avancer. Ce qui me choque dans tout ça, Alphonse Mara, excusez-moi de vous interrompre, c'est quand la plupart de nos dirigeants ont passé toute leur vie aux États-Unis, en France, ils vivent dans des pays de démocratie, mais une fois au pays, ils ne veulent pas qu'il y ait une démocratie, qu'il n'y ait pas une avancée. Ils n'ont pas que passer leur vie là-bas. Il y a leurs familles qui y vivent encore. Oui. Donc, ils y vivent encore, même en étant en fonction ici. Il y a plein, tous, ou quasiment tous, ont leur famille vivant de l'autre côté. Donc, ce n'est pas des exemples qui les manquent, ce n'est pas des images d'illustration qu'il manque de trouver. Mais il y a une question de volonté. Aujourd'hui, quand j'apprends que la CEDEAO condamne, elle appelle à l'enquête, elle demande de libérer les prisonniers. Mais avec quoi la junte va aller à la table si elle n'a pas de prisonniers à libérer? Avec quoi la junte va aller à la table si le leader du FNDC... C'est exprès de les envoyer en prison histoire de négocier. C'est devenu... Quand je vous dis que le mal est guinéen, comprenez. Sous Alpha, les détenus politiques étaient la monnaie d'échange pour inviter l'opposition à la table. Aujourd'hui, la situation est en train de se corser. C'est une mauvaise stratégie à mon avis. Ce n'est pas une mauvaise stratégie si elle est répétée. Tout simplement parce qu'on veut dialoguer après. Vous savez, même quand c'est mauvais, c'est utile. Bien. Parce que ça permet au moins d'indexer l'exemple à ne pas prendre. Aujourd'hui, on a cet exemple-là qui est en train de se répéter. J'ai un peu la nostalgie du vieux qui, quand même, en appelant les opposants au dialogue, il dit, bon, je libère les prisonniers politiques. Venez à la table. Ça fait que les partenaires exigent à l'autre camp de respecter la bonne foi du camp au pouvoir qui a manifesté sa bonne foi en libérant les prisonniers politiques. Sauf que c'est une mauvaise stratégie à mon avis. Comme ça, oui, ce communiqué de la CEDEAO, quelle lecture faites-vous? Ce qu'il faut retenir du communiqué de la CEDEAO, c'est qu'on parle de dialogue, on parle de transition apaisée, on parle d'ouverture d'enquête, on parle de libération des prisonniers qui sont détenus. Mais sauf qu'il faut se poser une question. À un moment donné, c'est important de rappeler, et ça même aux yeux de l'opinion, il faut qu'on cesse de regarder dans le rétroviseur, qu'on fixe le cap dans le parabrise. Pourquoi? Parce que le rétroviseur, il est petit. On ne va pas continuer à regarder dans le rétroviseur, regarder le passé, signaler les agissements d'Alpha Condé. Ça fait presque 1 an que Alpha n'est plus là. Donc il ne faut pas continuer. Si on a pris le pouvoir, si on a pris le pouvoir, c'est pour mettre fin à toutes ces choses-là. Mais j'ai comme l'impression qu'on a souvent tendance à dire ne commettons pas les erreurs du passé, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et cela, c'est de part et d'autre. Et du côté du FNDC, ils sont en train de produire les mêmes erreurs, la même stratégie qui n'a abouti à rien. Ils sont en train de répéter la même chose. Et quand on fait ce qu'on a toujours fait, ne soyons pas étonnés d'obtenir le même résultat. Ça, c'est du côté du FNDC. Du côté du CNRD, c'est la même chose. Les mêmes stratégies, les mêmes techniques qui étaient utilisées par le régime précédent sont aujourd'hui en train de se passer. Quand vous entendez parler, vous logez tout le monde dans la même enseigne. Tout le monde est responsable. Bien sûr, c'est une responsabilité partagée de part et d'autre. Maintenant, un peu de mettre dos à dos. Il y a une responsabilité. Maintenant, s'il y a un dialogue, je pense qu'on peut trouver une solution. Mais si vous mettez tout le monde au même pied d'égalité, dans la même enseigne, dans ce cas, qui va avoir raison? Maintenant, il n'est pas question que quelqu'un ait raison. L'un s'en faut. Sortons de ça. C'est d'ailleurs ce qui crée cette arrogance-là, cet orgueil dans la tête des gens. Sortons de tout ça aujourd'hui. C'est l'intérêt de la Guinée qu'on met en avant. Certes, le CNRD a les destinées du pays à main. C'est à eux on incombe la responsabilité. Mais n'oublions pas que ces autres aussi ont une certaine part là-dedans. Maintenant, pour revenir au dialogue, à l'invite lancé par la CEDEAO. La CEDEAO voudrait une chose et son contraire. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y, expliquez-vous. La CEDEAO
demande à ce qu'on libère. Bien entendu, c'est impossible qu'il y ait dialogue si on ne libère pas ceux qui sont en prison. Voilà pourquoi moi je ne discute même pas parce qu'on va les libérer. Mais cependant, c'est cette même CEDEAO qui dit qu'il faut ouvrir des enquêtes pour situer les responsabilités. Et selon les gouvernants actuels, ceux qu'ils ont là seraient responsables des agissements qu'ils ont. Et maintenant, à supposer que ce soit ces gens-là, finalement, on ne peut pas mettre main sur eux, que ce soit eux, que ce ne soit pas eux. Tous ces détenus qui sont là-bas, on dira qu'il faut les libérer pour qu'il y ait dialogue, pour qu'il y ait un certain nombre de choses qui puissent continuer. Donc en ce moment-là, encore une fois, peut-être que c'est un discours, un langage diplomatique, mais au fond de nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est d'ailleurs ce qui nous fatigue dans ce pays-là, que ce soit avec la CRIEF, que ce soit avec toutes les organisations, dès qu'on pointe du doigt quelqu'un qui est dans ton camp seulement, c'est que l'autorité, elle n'est pas bonne. Aujourd'hui, on veut dépasser ça, on veut aller au-delà de tout ça. C'est là où on en appelle à la responsabilité de tout le monde, qu'on accepte aujourd'hui d'aller autour de ce dialogue-là pour qu'on puisse aller vers une transition apaisée. Quand on va vers une transition, une gestion collective ou participative de la transition, c'est ce qui est demandé aujourd'hui et par le FNDC et par les autres. Mais encore une fois, il faut dire au FNDC, il faut dire aux forces vives, certes, si on doit aller vers une transition participative, cela n'est pas synonyme que c'est eux qui gèrent. Il y a une autorité qui est là, qui prend les destinées, qui prend les commandes, qui prend les décisions, mais en concertation. Bien, c'est important de rappeler qu'il y a un dialogue sincère. Oui, il y a eu autant de dialogues dans ce pays, mais visiblement souvent, les conclusions de ces dialogues ne sont jamais respectées. Il va falloir quand même qu'on respecte nos engagements. Si nous voulons aller de l'avant dans ce pays, le Guinéen souffre. Il suffit de sortir Conakry pour aller dans un autre pays, au Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il y a certains qui n'aiment pas la comparaison, mais faites la comparaison. Pendant que les autres pays avancent, nous on est en train de traîner. Après tout, on se dit être fiers. Je pense que quelle est l'opportunité de cette fierté aujourd'hui, Babila, si on n'arrive pas à s'entendre nous-mêmes? Écoutez, de part et d'autre, chacun a une responsabilité. Sauf que moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Non, de part et d'autre, chacun a une responsabilité. Mais la grande part des responsabilités revient aux gouvernants. Ce sont eux qui ont la charge, n'est-ce pas, de présider aux destinées de la nation à l'heure actuelle. Quitte à eux, n'est-ce pas, d'ouvrir, de créer un cadre, n'est-ce pas, de confiance avec l'ensemble des acteurs pour statuer sur les grandes questions liées à la vie de la nation. La transition, ce qui fait sa légitimité, comme je l'ai dit la fois dernière, c'est lorsqu'elle accepte, n'est-ce pas, d'inclure tous les acteurs majeurs dans les grandes prises, dans les décisions, dans les prises de décisions sur les grandes questions liées à la vie de la nation. Leur légitimité vient de là. Mais quand on fait la sourde oreille, se croyant être le seul maître de la danse et laisser les autres out, je pense bien que ce n'est pas une bonne approche pour conduire à bon port cette transition que nous voulons apaiser, que nous voulons encore voir réussir, à la différence, n'est-ce pas, des autres que nous avons connus par le passé. Bien. Allez, il a souhaité prendre la parole. Lui, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, je l'appelle toujours honorable. Allez, Monsieur le ministre, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission ce matin. L'actualité politique oblige. Vous, ancien opposant, aujourd'hui porte-parole d'un gouvernement de transition, et il y a cette crise politique qui ne se dit pas le nom, qui se vit dans notre pays, avec pour cause justement le manque de dialogue qui a été longtemps sollicité par une bonne partie de la classe politique, mais aussi des acteurs de la société civile. Et d'ailleurs, par le passé, vous avez fait partie de ceux-là qui ont longtemps réclamé ces mêmes dialogues à la gouvernance, au gouvernement d'Alpha Condé. Aujourd'hui, on peine à mettre en place ce cadre de dialogue avec vous, votre gouvernement, monsieur le ministre. Dites-nous, qu'est-ce qui explique toute cette situation? Oui, disons que d'abord, vous faites beaucoup d'amalgames dans votre introduction. Je suis obligé de corriger ça. Le gouvernement actuel ne refuse pas le dialogue. Ce n'est pas un refus de dialogue ou un manque de dialogue. Il y a de l'incompréhension sur ce qu'on peut appeler un dialogue. Le gouvernement a mis en place un cadre de concertation qui a réuni un certain nombre d'acteurs politiques et de la société civile. Il y en a qui étaient absents de ce cadre de concertation. Ils ont réclamé qu'il soit mis en place un cadre de dialogue, ce que le Premier ministre a concédé. Il y a eu un cadre de dialogue, mais à peine entamé, des acteurs importants ont dit qu'ils ne reviendraient plus sur cela. Donc ce n'est pas le cas. Et ce cadre de dialogue reste toujours sur place et ouvert.
contrairement à ce qui se faisait pendant le régime de Alpha Condé. Et c'est là qu'il y a l'amalgame. Nous avons réclamé au dialogue pendant le régime d'Alpha Condé, qu'il a accepté au forceps, après qu'il y a eu des massacres, après qu'il y a eu des violences, de destruction des biens. Mais quand le dialogue a eu lieu, nous sommes venus au dialogue sans aucune condition. Il y a eu le premier cadre de dialogue qui a été créé, qui était présidé par Cheikh Sako, et qui a abouti à des conclusions. Les conclusions du premier dialogue interguinéen n'ont pas été suivies d'effets. Cela a entraîné une nouvelle crise et qui a conduit encore à une nouvelle cadre de dialogue. Et nous sommes encore revenus autour de la table du dialogue, qui a encore donné lieu à un accord, et l'accord n'a pas été suivi d'effet. Ce n'est pas la même chose actuellement, parce qu'actuellement, les acteurs politiques et la société refusent même de venir au cadre de dialogue pour dire qu'on donne la chance, qu'on aille à un accord, et qu'on regarde et qu'on juge le CNRD et le gouvernement sur la mise en œuvre du cadre de dialogue. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même contexte. Il faut absolument... Monsieur le ministre, bon, jusqu'à présent je vous appelle honorable Ousmane Gawal, mais c'est que vous nous faites comprendre, mais on a vu des acteurs de la société civile, des acteurs politiques qui sont rendus au palais pour un dialogue, mais on n'a jamais connu des conclusions, les rapports de conclusion. Et visiblement, il n'y a pas une volonté entre vous et moi, honorable Ousmane Gawal Diallo. Vous savez de quoi je parle. Vous avez toujours réclamé un dialogue à un moment donné quand vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes le porte-parole du gouvernement. Mais entre nous, vous savez bien qu'il n'y a pas un dialogue sincère quand même. Vous appelez les gens, tout le monde se retrouve dans une salle, que chacun vienne tenir son discours sans pour autant discuter des questions techniques. C'est ce que vous appelez dialogue, honorable Ousmane Gawal? Monsieur Madiou, moi je je ne suis pas quelqu'un qui fait la technique de l'Autriche en mettant la tête dans le sable et en remontrant les fesses. Non, c'est pas ça. Je vous dis sincèrement, il y a un manque de volonté d'aller au dialogue, de s'asseoir autour de la table, de discuter du contenu. Mais ce manque de volonté-là, on ne peut pas le mettre qu'à la charge du gouvernement ou des autorités à la place. C'est le gouvernement qui gère ce pays quand même. Je vais vous dire une chose, monsieur Madiou. Excusez-moi simplement, et 2 secondes. Je dis, le premier dialogue qu'on a eu en Guinée ici, interguinéen, il y avait des morts dans les rangs de l'opposition. Il y avait des biens des Guinéens détruits. Il y avait des gens qui étaient en prison. Mais quand Alpha nous a appelés au dialogue, nous sommes venus au dialogue sans aucune condition. Nous sommes venus au dialogue sans aucune condition. Aujourd'hui, le CNRD dit venons au dialogue. On commence à dire non, si on doit venir au dialogue, telle et telle partie ne doit pas prendre part parce que c'est des petits partis. Ou telle et telle organisation. Je vois deux discours différents. Je vois deux discours différents. Allez, Alphonse Mahalès. Monsieur le porte-parole du gouvernement, aujourd'hui, connaissant vos relations avec ceux d'en face, c'est-à-dire le FNDC et les acteurs politiques, vous aviez été collaborateurs, vous êtes encore amis. Vous êtes mieux placé. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Culture, avec qui vous avez collaboré, d'aller les convaincre de venir à la table? Mais attendez, mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas, ce n'est pas par ma absence d'effort. Moi, je continue à garder de la communication avec beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile, heureusement. Mais le problème qui se pose ici, et ce à quoi je crois, ce n'est pas les questions qui sont soulevées dans le dialogue qui les intéressent. La plupart des gens, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui intéresse les Guinéens aujourd'hui pour sortir de cette transition? Qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que les Guinéens sont d'accord que nous devons avoir un fichier électoral pour sortir de crises électorales récurrentes? Monsieur le ministre, là n'est pas la question. Aujourd'hui, pour qu'on puisse discuter de tout ça, aller vers un fichier qui soit accepté de tous, bien entendu, il faut qu'il y ait un préalable. Et ce préalable, c'est le dialogue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement ne doit pas faire moins d'une plus grande volonté pour aller vers ce dialogue-là? Ça, c'est un premier point. Le second point, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, le gouvernement est prêt à céder à cette demande de la CEDEAO qui consiste à la libération des membres des teneurs du FNDC et même des anonymes, des gens dont on ne cite pas le nom, pour qu'on puisse aller au dialogue? Écoutez-moi, là vous êtes en train de faire de l'amalgame. Encore une fois. Toujours à l'offensive. Je dis, je dis, excusez-moi simplement. Ouais. Excusez-moi simplement. Moi je suis calme. Hein. C'est peut-être aussi il y a de l'agitation, c'est ailleurs. C'est pas moi. Moi je suis calme. Je vais vous dire simplement pourquoi. Pourquoi c'est que vous dites, je suis calme et je vais le répondre. Premièrement, aujourd'hui il y a des gens qui sont certes arrêtés. Il y a des difficultés avec la crise qui est née des violences qui sont intervenues ces derniers jours. Ok, mais avant que ça n'intervienne, qu'est-ce qui empêchait les acteurs politiques d'être autour de la table? C'est ça qu'il faut poser comme question. D'autant mieux que
l'une des questions qu'ils ont exigées ici, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas dialoguer avec le ministre Mori Traoré et Mori Condé. Ils voulaient dialoguer avec le Premier ministre. Et que le Premier ministre doit faire le cadre de dialogue. Le Premier ministre a concédé, le gouvernement a accepté, on a ouvert le dialogue. Mais vous avez suivi à peine le dialogue ouvert que des partis importants ont dit on ne viendra plus ici. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté qui manque. Il faut que vous-même vous êtes de la société civile. Honorable Ousmane Gawal, dites-nous concrètement qu'est-ce qui doit être fait maintenant pour une sortie de crise, parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une crise aujourd'hui dans le pays. D'abord, je vais vous dire, j'ai vu Fonike et Bella, ou Bailo, la dernière fois à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du 14 juillet à l'ambassade de France. On s'est vu, on a eu un aparté, on a discuté, on a rigolé sur certaines choses, et puis on a parlé longuement de cette question de crise et tout. En fait, quand on se rencontre avec tous les acteurs là, nous discutons, nous avons le sentiment qu'on se comprend. Quand on se sépare, c'est qu'on les entend dire publiquement, nous avons le sentiment qu'ils répètent des discours en fait, et puis ils ne croient pas. La question du dialogue guinéen, c'est une question de confiance. Ça a toujours caractérisé le rapport entre le pouvoir, les partis politiques, la société civile et partout. Il y a un déficit de confiance dans notre société. Ça, ce n'est pas nouveau, c'est là. Mais pour dépasser ce déficit-là, il faut beaucoup d'engagement, il faut de détachement émotionnel pour les événements. C'est pas facile. Pour qui connaît l'histoire de ce pays, c'est pas facile. C'est pas une tâche simple, mais elle est accessible. Pour peu que les gens acceptent de mettre certaines situations à l'écart de la décision. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a la question de la durée qui pose problème pour certains. Il y a la question du contenu de la transition qui pose problème. Les deux là sont intimement liés. Alors il y a deux mécanismes pour le faire. Soit on impose une durée, on dit, bon, écoute, la transition va durer 10 mois, 15 mois, 20 mois, 30 mois. Et après, on cherche les éléments qui doivent rentrer dans cette durée-là. C'est ce qu'on a fait en Guinée ici, en 2010. On a vécu ça ici en 2010. On a fixé la durée et on a essayé de dérouler un calendrier et des étapes à l'intérieur de cette durée. On a vu les conséquences que cela a fait. Nous pouvons aussi tirer les leçons de notre propre histoire. Le CNRD propose de s'entendre sur le contenu. Et du contenu va naturellement découler la durée. Les gens disent non, on ne discute pas. Comment on va faire? Il faut que vous, hommes de médias, qui êtes des gens de la société civile, les personnes de bonne volonté, les acteurs politiques et de la société civile de bonne volonté puissent se mettre en avant aussi pour arriver. Il ne faut pas qu'on croit simplement que le mal est d'un côté et le bien de l'autre. Il y a une difficulté fondamentale, il faut que chacun le comprenne. Les acteurs politiques doivent faire ce dépassement. Le gouvernement fait des efforts, doit faire aussi encore des efforts, et nous sommes disposés à le faire. La société civile doit faire des efforts. Si on reste simplement dénoncer, tel est mauvais, tel ne veut pas, tel est de mauvaise foi, on n'ira nulle part. Et quelle que soit l'implication de la communauté internationale, je l'ai dit tantôt, quelle que soit son implication, si les Guinéens n'ont pas la volonté d'aller de l'avant, on n'ira pas de l'avant. Parce que ce n'est pas un coup de fouet ou de forcer, de part et d'autre. De part et d'autre, c'est important. Voilà, de part et d'autre. Donc, vous reconnaissez que vous devez faire des efforts également au niveau du gouvernement. Nous nous disons, ce que nous nous disons et qui est fondamental, la table du dialogue est là, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles à recevoir les acteurs pour discuter. Par contre, nous ne pouvons pas les obliger à venir. Nous disons simplement qu'on est là, on est à leur écoute, qu'ils viennent discuter. Il faut que les gens aient le courage de venir poser le problème publiquement. S'ils ne veulent pas venir devant nous pour discuter. Mais alors le problème du contenu de la durée peut être discuté publiquement par médias interposés sur le souhait. On n'a pas besoin par médias interposés. Qu'on se retrouve sur une table et qu'on discute. Je dis simplement au pire des cas, ça peut être par médias interposés. Mais au moins comme ça, on comprendra le problème. Monsieur le ministre, le problème il est connu aujourd'hui. Le problème c'est quoi? C'est le fait par le CNRD d'avoir entériné ce délai de 36 mois. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et par le passé, je vous renvoie encore au passé parce que vous aimez vraiment, vous êtes très attaché au passé. Je vous renvoie au passé.
les dialogues qui ont eu lieu dans ce pays, il y avait toujours des préalables. Quand vous étiez à l'époque de l'UFDG, l'une des conditionnalités que vous aviez exigées par le passé pour aller autour de la table de dialogue, c'est la libération, n'est-ce pas, des détenus. Également, que ce dialogue, le cadre de dialogue soit, n'est-ce pas, encadré par ou supervisé par la communauté internationale. Cela a été fait aujourd'hui. Les conditions qui sont posées, ce n'est pas de la mer à boire en tout cas, parce qu'on demande seulement que ce soit avec le Premier ministre. Pendant qu'on parle de dialogue, vous, de votre côté, vous parlez de concertation. Et quand on sait concerter quelqu'un, c'est demander son avis, quitte à vous de prendre ou de ne pas prendre ce qu'il propose. Et cette fois-ci, on demande de mettre en place un cadre de dialogue avec, bien sûr, la confiance qui va rimer autour. Et l'autre question que je vais vous poser... vous avez pris beaucoup de commentaires. Allez à la question. Non, acceptez. Il y a des invités qui attendent. S'il vous plaît. Allez-y. Oui, allez-y, honorable. Vous posez déjà beaucoup de questions. Vous dites que le cadre de dialogue, quand il a été créé la première fois qu'on est venu avec des préalables. Le premier dialogue qu'il y a eu en Guinée ici, il n'y avait pas de préalable. Vous étiez en Guinée, c'est récent dans notre histoire. Et j'ai dit simplement que pendant ce premier dialogue-là, on avait des destructions de biens, il y avait des victimes, il y avait des gens qui étaient arrêtés, il y avait des biens détruits de Guinée. Mais on est venu au dialogue, on a abouti à un accord. C'est la non-application de cet accord-là qui nous a amené au second dialogue de poser des préalables. Je dis qu'on donne au moins... Il y avait déjà des situations de crise ici, mais on était venu au dialogue. Je dis deuxièmement, ce qui est clair aujourd'hui pour nous, et c'est ce que j'étais en train de dire. Pourquoi moi je veux qu'on trouve une solution. Au lieu de revenir sur le passé, qu'on trouve une solution honorable. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour sortir de cette crise, qu'on arrive à s'entendre et puis pour qu'il y ait une transition réussie? C'est la grosse question quand même à mon avis aujourd'hui. On n'a pas besoin de passé. Excusez-moi, mais à mon avis, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour une sortie de crise? Monsieur Madi, je vais vous dire simplement ceci. Pour sortir de la crise, on va faire en deux étapes. La crise guinéenne, elle est liée à plusieurs facteurs, notamment l'absence d'un fichier électoral qui a cristallisé beaucoup et qui ont conduit à de mauvaises élections, à de mauvais résultats et qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un problème structurant des crises guinéennes, au moins. Un problème. Comment on va régler la question du fichier électoral guinéen? Sur la table, le CNRD et le gouvernement ont dit qu'il faut faire ce qui a été fait dans tous ces pays voisins et dans les pays du monde. Il faut associer le fichier électoral d'un fichier d'état civil. C'est ce qui fait que le fichier électoral va être stable, non contestable et consensuel. C'est ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire, au Congo, c'est ce qui se fait au Sénégal, c'est ce qui se fait au Mali, au Burkina. Ça veut dire que tous ces pays n'ont pas de problème de fichier électoral. Donc faisons comme eux et on va quitter le problème de ce fichier électoral. Est-ce que ça pose un problème? Mais quand oui, alors, monsieur le ministre, permettez-moi de poser ça, de placer ça. C'est que le gouvernement doit faire preuve d'empathie, notamment le CNRD, pour comprendre ceux qui sont en face, parce qu'aujourd'hui, la force des choses, c'est vous qui gérez ce pouvoir-là. Donc, en faisant preuve d'empathie, vous comprenez mieux les préoccupations des autres. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des propositions. Pendant qu'ils font des propositions, qu'ils déposent dans des mémos, vous devriez, à la conclusion que vous tirez de ce travail, de cette synthèse-là, revenir vers eux. Vous ne revenez pas vers eux, vous partez directement prendre des décisions où ils ne se reconnaissent pas dedans. Une transition, vu que le régime qui est là, c'est pas un régime légal qui est élu, démocratiquement élu, ça veut dire que la transition se gère par consensus. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui cette gestion participative de la transition? Non, s'il vous plaît, si vous commencez par couper mon micro et m'interrompre dans les discussions, ça ne va pas, parce que là, vous êtes en train de dire ce que vous voulez, vous n'écoutez pas ce que je dis. Donc, je vous en prie, si vous m'invitez, c'est pour que je donne allez-y, si vous me coupez le micro et vous me mettez à parler, c'est pas bon. Bien, allez-y, je pense que j'ai posé le premier problème. Donc, la question du fichier électoral, je l'ai posée. J'ai dit la position du gouvernement, c'était d'extraire le fichier électoral à partir d'un état civil, parce que c'est ce qui a marché partout où ils ont réglé la question du fichier électoral. Nous avons posé ça sur la table. Nos amis d'en face, ceux de l'ANAD, par exemple, disent non, et ils ne veulent pas ça. Ils veulent simplement qu'on mette à jour l'ancien fichier et qu'on aille aux élections. Mais il n'y a que l'ANAD qui a proposé cette solution. Sur l'ensemble des entités politiques qui existent dans ce pays, il n'y a que l'ANAD qui a proposé cette solution. Ça veut dire que la question de l'utilité du fichier électoral est commune et à l'ANAD, et à la société civile, et au gouvernement. C'est ce qu'on veut faire où il y a les divergences. Or, cette divergence-là, elle conditionne la durée. Parce que si on dit qu'on va faire un recensement
juste pour actualiser, la durée n'est pas la même que si on fait un recensement d'état civil d'où on va extraire la liste électorale. La durée n'est pas la même. Pour faire l'état civil, il faut 24 mois. Pour faire le recensement d'actualisation, il faut 6 mois. La conséquence, c'est sur la durée. Ça veut dire que l'utilité de la tâche n'est pas remise en cause ni par eux, ni par nous. Ça veut dire que c'est simplement de dire qu'est-ce qu'on veut faire pour eux. On a déjà eu dans le passé des mises à jour des fichiers électoraux ici. Cela n'a pas réglé les crises de la Guinée. Vous êtes là pour le témoigner. Nous sommes là, on a vécu ça ici. Chaque fois, on prend un opérateur, on le met, on va se plaindre qu'il n'est pas beaucoup présent dans telle localité, il est ici, les délais sont courts, les kits sont en panne, ce n'est pas suffisant. On a eu ces problèmes-là ici. Maintenant, prenons le temps de faire ce qui a marché dans les autres pays. Faire un état civil en Guinée, extraire de ça un fichier électoral. C'est stable, c'est clair, tout le monde participe. Et c'est visible et ça donne du temps à chacun de se faire enrôler. Allez, dernière question. Pourquoi on ne peut pas faire ça? C'est ça la réalité. Bien. Sauf que, oui, c'est bien de le faire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Mais il faut un agenda. Et c'est à vous de nous décrire cet agenda. Mais malheureusement, vous annoncez, mais vous ne pensez pas à l'agenda. Pour quelle période? C'est ça la question aussi. Pour la question de l'agenda, dès l'instant que cette question, pour nous, c'est une tâche, elle est déjà en cours. Dans les 2 semaines à venir, il y aura la présentation des termes de référence de cette situation parce que c'est une des étapes du processus. C'est déjà en cours, les équipements sont en train d'être spécifiés, les acteurs sont en train et c'est piloté avec les partenaires internationaux parce que l'Union européenne est partie prenante de ça. C'est notre première nouvelle. Finance ça. Bien, il faut communiquer. Allez. On peut être là-dedans, être observateur ou être acteur pour voir ce qui se passe. Tous les partis peuvent y participer et la société civile peut prendre part pour se rassurer quand même que ce qui est en train de faire, c'est de nature à régler au moins une crise en Guinée. Monsieur le ministre, liée au fichier électoral. Monsieur le ministre, l'autre question, vous êtes porte-parole, donc vous avez un premier ministre. Le gouvernement avait dit que Mohamed Diavogui sera là entre 7 et 10 jours ouvrables. Et depuis le vendredi passé, le délai est arrivé à expiration. Qu'en est-il de cette situation? Non, ça c'est vous qui avez dit ça. Moi, ce que je sais, c'est que le Premier ministre a quitté Conakry et dans un hôpital en traitement et il reviendra en Guinée. Quand il sera en bonne santé, il est parti en congé médical. Point. Moi, je ne sais pas s'il va revenir demain, s'il va revenir après-demain. Je pense qu'il ne faut pas chercher tous les jours à savoir aussi, il a le droit de son intimité. Bon, on a dit qu'il est parti en soins médicaux. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rapprocher de sa famille directe parce que nous, ce qu'on peut dire en tant que gouvernement, c'est ça. Il est en congé médical et il suit des traitements et il reviendra normalement sans aucune difficulté. Bien, merci à lui. Merci beaucoup, honorable Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Au revoir. Merci beaucoup. Bien. Allez, Félix Bilibono, rapidement sur cette sortie de Ousmane Gawal Diallo. Oui, écoutez, sur quelques axes, sur certains points, je suis d'accord avec lui. Mais sur d'autres, je reste encore un peu perplexe et c'est normal. Quand il dit par exemple il faut régler le problème du fichier électoral une bonne fois pour toutes. Parce que on sait que pendant les 11 c'est le nerf de la guerre en Guinée. Dès qu'on parle d'élection, on parle déjà de fichier électoral et on sait déjà ça, là où ça peut nous conduire. Un fichier électoral, par exemple, je n'ai pas besoin de vous rappeler où. Par le passé, on dit la population de Kankan, par exemple, était plus nombreuse que celle de Conakry. Et donc, aujourd'hui, je suis d'accord avec lui qu'il faut résoudre ce problème pour une bonne fois pour toutes déjà. Mais de l'autre côté, il faut que chacun ait la volonté quand même de venir à la table sans qu'il y ait déjà que chacun fasse des concessions. Que chacun fasse des concessions sans agenda caché, qu'on vienne discuter sur la table. Et c'est comme ça qu'on peut sortir des crises. Il a souligné un point qui est très important. Il a parlé de crise de confiance. Aujourd'hui, il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. Et surtout les gouvernants. Il y a cette méfiance. Il a bien fait de poser cette question. Il faut chercher à savoir ce qui se trouve ailleurs. C'est une empathie, c'est important. Aujourd'hui, il y a une véritable méfiance qui existe entre un citoyen guinéen et un gouvernant. Ça, c'est devenu un instinct naturel, lié à aucun facteur. Et à cela s'ajoute aujourd'hui le fait que... Non, ça, c'est devenu un instinct naturel. Les gens se méfient des administrateurs, sans compter la grande classe de la gouvernance. Donc aujourd'hui, il y a le fait que ces acteurs-là ne font plus confiance à leurs amis qui sont arrivés là-bas. Parce qu'ils se disent, là-bas, on ne dit pas la vérité.
ils se disent que quand on est en haut lieu, on ne dit pas la vérité. Et souvent, quand on est en haut lieu, comme vous l'avez dit, on ne change pas de veste, mais plutôt on déchire la veste. Non, maintenant, aujourd'hui, la question c'est quoi? Il l'a dit quand ils se rencontrent quand ils se rencontrent souvent, ils discutent, ils ont cet accès-là. Donc, il faudra aujourd'hui créer un climat de confiance. Rassurer ces gens-là que leur position de ministre ou de gouvernant ne fait pas de nouveaux hommes. Ils sont ces amis-là qu'ils ont connus, ils sont ces interlocuteurs-là qu'ils peuvent continuer à avoir. Et c'est ça super important. Bien, allez, sénateur, rapidement, avant de revenir vers Caps et Babila. Oui, il faut dire à Ousmane Gawal qu'il n'est pas le seul dont le tempérament est chaud. Effectivement, un délai a été donné entre 7 et 10 jours ouvrables. C'est lui qui n'est pas informé. On ne détermine pas la santé. Entre 7 et 10 jours ouvrables. Maintenant attention, on ne peut pas déterminer. Est-ce que c'est moi qui ai déterminé ce délai? C'est pas l'ordre du jour. Aucun communiqué n'a déterminé le nombre de jours. C'est une question entre guillemets. Excusez-moi, on va avancer. Entre parenthèses. Voilà, entre parenthèses. On va avancer sur son intervention. Sur son intervention, il aime trop le passé. Un passé qui n'est pas reluisant aussi de son côté, il faut le rappeler. Je vois un Ousmane Gawal métamorphosé. Je vois quelqu'un avec un... Pourquoi vous vous attaquez à lui? Pourquoi ne pas parler de son contenu, de son intervention? Attendez, je vois des visages. Caps, vous voulez que je dise vos idées à l'antenne, à ma place, par ma bouche? Allez-y, revenons sur son intervention. Je reprends. Je vois un Ousmane Gawal métamorphosé. Revenons sur son intervention. Je vois l'intervention d'Ousmane Gawal. Vous savez, je n'aime pas la censure, mais revenons sur son intervention. L'intervention d'Ousmane Gawal. C'est le contenu de son intervention. L'intervention d'Ousmane Gawal est l'intervention des ministres porte-parole qui est aux ordres. Donc c'est pourquoi Ousmane Gawal aux ordres, Ousmane Gawal métamorphosé. Aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir de monter la parole. Aujourd'hui, Alphonse n'a pas Caps non plus. Aujourd'hui donc, ce que je veux dire. Hier, Ousmane Gawal était en prison sous un régime élu quand même. On a ici dénoncé. Aujourd'hui, un numéro 2 d'un parti politique est en prison et des Guinéens sont tombés. Ousmane Gawal donc donne une communication aujourd'hui qui consiste à mettre du vernis dans tout ce qu'il dit. Vous nous posez une question, il s'agace, il dit bon voilà, c'est vous qui n'êtes pas informé, vous faites de l'amalgame. Il enseigne l'amalgame à qui? C'est un ministre déboussolé. Voilà, c'est bien dit. Allez, on va avancer. À Caps rapidement. Voilà, moi, très remonté contre Ousmane Gawal. Mais ce qui est important, qu'on discute sur le contenu, sur sa personne. Allez-y, Caps. Voilà, pour venir au fond, à l'essentiel. Aujourd'hui, c'est l'essentiel qui est en train on est en train de perdre de vue. On parle d'une transition, mais elle commence quand? On ne la connaît même pas. C'est justement la question. Ça, c'est la vraie question. C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, on est en train de nous embobiner dans des histoires. On a monsieur le ministre qui nous parle de fichiers. Mais je suis désolé, la question de fichiers, vu que ce n'est pas le CNRD seulement et le gouvernement qui décide de ça, il faut associer les autres par rapport à cette discussion-là. C'est là où on parle de dialogue. Mais à chaque fois qu'on veut parler de cette question-là, on nous ramène vers des fichiers, des éléments qui ne sont que des objets qui doivent être discutés lors d'un dialogue. C'est là où on parle encore une fois de preuves, de faire montre de sincérité. Et regardez, vous avez une transition, le CNRD, qui se dit que si les autres transitions ont capoté en Guinée, c'est parce que c'est les politiques qui étaient à la tête. Et vous avez des politiques qui disent que le CNRD a un agenda caché. Quand c'est comme ça, à un moment donné, il faut mettre ses intérêts personnels, ses intérêts à côté. Il faut laisser l'ego surdimensionné. L'arrogance, il faut mettre de côté. Cet orgueil-là, de part et d'autre, il faut qu'on les mette de côté, qu'on mette la Guinée en avant et qu'on accepte d'aller en fin de compte vers ce dialogue-là qui va nous permettre une sortie réussie de cette transition qui est souhaitée par tous les Guinéens. C'est ce qu'on souhaite quand même, que les Guinéens arrivent à s'entendre, qu'ils discutent ensemble, qu'ils trouvent une issue favorable. Oui, Babila, j'ai envie de vous écouter par rapport à ce communiqué du ministère de la Justice et de l'autre côté également qui menace d'interdire les activités de FNDC avant d'introduire notre invité, Dr Alassane Makanera Kake. Charles Wright, à travers cette sortie, cesse d'être le magistrat qu'on a toujours connu. Les ministres maintenant. Oui, de toutes les façons, c'est un magistrat. Mais il a cessé dans sa communication d'hier, moi, de mon point de vue, il a cessé d'être ce magistrat. Il n'est pas procureur. On a toujours... Attention, Alphonse, laisse-moi aller. Il est ministre de la Justice. Alphonse, que tu me le permettes, je n'ai pas reconnu ce magistrat, n'est-ce pas, qui avait commencé à faire l'unanimité au sein de l'opinion publique. Quand il y a eu le premier cas de mort sous le CNRD, à l'occasion de l'augmentation du prix du litre du carburant, le garçon qui est tombé,
à l'époque, comment dire, procureur général. Nous l'avons, attendez Alphonse, nous l'avons entendu, magistrat, nous l'avons entendu, il a pris le devant. Et le ministre de la Sécurité, le général Bachir, qui disait à l'époque, quand il était à Cancan, que des têtes vont tomber à l'occasion, n'est-ce pas, de l'assassinat d'un enfant. Aujourd'hui, on a 5 personnes qui sont tombées. On ne parle pas de... Dans son communiqué, il ne parle même pas des bavures. Justement, on ne fait absolument pas mention de ces bavures. Et on dit, je viens sur ce pan de sa communication qui me désole beaucoup quand il dit que tout en condamnant ces actes répréhensibles qui nécessitent des enquêtes sérieuses devant aboutir à la responsabilité pénale des organisateurs et alliés. Il ne fait pas Est-ce que même si ce sont ces organisateurs qui ont appelé à la manifestation, ce n'est pas eux qui ont tué. Il faut en tout cas chercher, il faut mener des enquêtes. Attention, il dit que ça doit aboutir. Il dit des enquêtes, mais que ça doit aboutir à la responsabilité pénale des organisateurs et alliés. Déjà, on indexe les coupables. À partir de là, on indexe les coupables. L'autre pan, Babila, il ne peut pas déjà tirer une conclusion hâtive en parlant des organisateurs qui seraient à l'origine des cas de mort. Il doit mener des enquêtes. On a connu un Charles White. Et surtout, que c'est lui le ministre. C'est lui le ministre. Je pense, de mon point de vue, que ce soin-là revenait au parquet. À partir du moment où le parquet a fait plusieurs communications en amont, bien avant cette manifestation, il fallait laisser le soin au parquet d'aller au bout. Parce que toutes les fois qu'il y a eu des crises bien avant qu'il ne soit ministre, son prédécesseur ne s'est jamais mêlé de ces questions parce que tout simplement, le fonctionnement de la justice, c'est tout autre. Et l'autre pan, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la sortie des enfants, les enfants qui manifestaient dans les rues. Et donc, je suis d'accord, il a rappelé des dispositions du Code de l'enfant, l'article 39, 40, 888, 880, 800, etc. Je voudrais l'interpeller. Ce code-là existe depuis combien d'années? Depuis 2020. Ce code-là est là. On parle, n'est-ce pas, de l'exploitation des enfants. Alors qu'il y a cet autre article, je voudrais le renvoyer à cet autre article, l'article 892 du même code de l'enfant. Et également l'article 895 qui dit « Tout auteur ou complice qui traite de traite à l'égard d'un enfant est puni de la réclusion criminelle. » Mais combien d'enfants sont aujourd'hui, n'est-ce pas, traités dans la rue ici à Conakry, alors qu'il y a ce code? Est-ce que Charles, ou en tout cas une autre autorité quelconque, a fait mention, ou en tout cas s'est référé à cette disposition pour réprimer, n'est-ce pas, les abus ou les traites qu'on fait des enfants? Personne n'en a fait cas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie des enfants dans la rue. Aujourd'hui, on monte sur tous les toits pour rappeler ces dispositions, alors que ça, c'est antérieur, en tout cas, à la sortie des enfants dans la rue.